Bonjour à toutes et à tous, ceci est la dernière vidéo réalisée dans le cadre du projet d'Emerstem et visant au transfert de compétences en matière d'évaluation de stock vers les partenaires d'Afrique de l'Ouest. Et donc, dans cette dernière vidéo, nous allons nous intéresser à l'application des pseudocordes rectifiées dans le logiciel statistique R. Donc la particularité de cette mise en application, c'est qu'elle va être assez longue, assez complexe, et que cette méthode des pseudocordes rectifiées, elle va se subdiviser en plusieurs étapes qui vont chacune être assez importantes, assez denses, et au cours desquelles on va chercher en fait à transformer nos données pour les rendre les plus réalistes, puis récupérer en fait des nombres aux âges. Et une fois qu'on a réussi à reconstituer ces données de nombres aux âges, d'abondance aux âges, on peut l'utiliser dans un modèle pour estimer une mortalité par pêche aux âges de la dernière année. Donc la dernière année disponible. Et donc au cours de ce déroulé, on va avoir besoin d'un nombre assez important de données de types différents. Et cela va considérablement augmenter la complexité du modèle. En plus de cela, on va pouvoir identifier un certain nombre, illustrer un certain nombre de problématiques liées aux données et les discuter. Et donc cette vidéo va se subdiviser en 3 grandes parties où on va s'intéresser à l'extrapolation des fréquences de taille en utilisant les captures. Une fois qu'on a réussi à extrapoler ces fréquences de taille, on peut les utiliser au sein d'une décomposition polymodale qui va nous permettre de récupérer un nombre d'individus capturés aux âges qui pourra lui-même être utilisé au sein des pseudocordes rectifiées. On va donc passer sur R. Alors, R était fermé. Voilà, donc de la même manière que précédemment, on va avoir besoin du package d'Emerstem pour ces analyses. Donc c'est dans le package d'Emerstem qu'on va récupérer l'ensemble des fonctions utiles pour réaliser notamment la décomposition polymodale et la méthode des pseudocordes rectifiées. Donc pour cela, il suffit d'appeler la librairie d'Emerstem, comme on a pu le faire précédemment. Au cours de cette étude, on va travailler sur le cas d'étude du bar sénégalais, Pseudotolitus senegalensis, qui est exploité par la Côte d'Ivoire et le Ghana. On va avoir certaines spécificités propres à ce cas d'étude qui vont le rendre un petit peu plus complexe et on va les discuter également au cours de ce travail. Et donc, comme je le disais, la première phase de ces analyses va porter sur l'extrapolation des fréquences de taille. En effet, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo précédente qui portait sur LBB, on a pu comprendre l'importance de cette extrapolation qui doit se faire de manière cohérente avec la saisonnalité et les différentes pêcheries. D'une part, on peut avoir une saisonnalité dans la pêcherie, mais on peut également avoir différentes pêcheries qui vont exploiter un même stock. Et donc pour cette raison, il est très très important d'extrapoler correctement nos données. En effet, si on s'intéresse à ces premiers graphiques, on va pouvoir observer, donc en bleu, on va avoir les captures, plutôt l'échantillonnage réalisé sur des flottilles industrielles et semi-industrielles, et en rouge sur les flottilles artisanales. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est que les deux flottilles ne capturent a priori pas les mêmes individus. On va pouvoir observer en fait que l'échantillonnage nous révèle que les artisans, les pêcheurs artisanaux, capturent des individus de taille plus importante. C'est ce que la donnée nous
nous rapporte comme information. Pour autant, il se peut que d'une part, on ne capture pas les mêmes volumes selon la flottille qu'on étudie. Donc si on s'intéresse aux pêcheurs industriels ou aux pêcheurs artisans, peut-être que les volumes varient de 1 à 10. Donc on a un facteur de 1 à 10 qui peut avoir lieu. D'une part, et d'autre part, comme je le disais, on peut avoir une évolution au cours du temps, au cours des mois, des débarquements. Donc, pour cette raison, c'est important de réaliser l'extrapolation. Ici, on a pu récupérer les tonnages pour chacun des trimestres, car comme on a pu l'observer précédemment, il peut manquer certains mois, notamment le mois d'avril. Pour cette raison, pour d'autres un peu plus complexes qu'on verra dans la suite, on choisit de faire une analyse par trimestre. Et donc on va extrapoler l'échantillonnage à partir des captures trimestrielles. Ce qu'on peut observer, c'est que a priori les volumes débarqués sont à peu près les mêmes, qu'on soit avec une pêcherie artisanale ou industrielle, semi-industrielle, et ils sont à peu près constants au cours de l'année. Pour autant, on observe tout de même une certaine variation d'environ 100 tonnes, ce qui n'est pas négligeable. Et encore une fois, la variation pourrait être bien plus importante dans le cadre d'autres pêcheries. Je vais revenir sur le PowerPoint pour présenter quelques informations sur l'extrapolation. Donc cette extrapolation, elle va nous permettre de partir de données échantillonnées à des captures en nombre, en abondance. Donc de récupérer les abondances capturées. Pour cela, on va utiliser donc le nombre de poissons échantillonnés par taille. Et à partir de cette information, et en utilisant la relation taille-poids, on peut calculer pour chaque taille le poids de l'échantillon. Assez simplement. Il nous suffira juste de connaître les valeurs de A et B, qu'on peut estimer avec un modèle ou récupérer dans la littérature. Ça, c'est le premier point. Ensuite, à partir de la taille d'un échantillon, on va chercher à l'associer à une taille totale, plutôt un nombre d'individus. Donc à partir du nombre d'individus échantillonnés, on cherche à réassigner un nombre total d'individus pêchés. Et pour cela, on va réaliser un produit en croix en utilisant le poids de l'échantillon qu'on peut rassocier au poids total capturé. Et cette valeur, elle est connue. Donc à partir de ces trois valeurs, on peut recalculer, extrapoler le nombre d'individus capturés. Et alors de la même manière, on va pouvoir recalculer pour chaque taille en prenant en compte un ratio pour chaque taille du nombre d'individus que constitue le nombre d'observations totales. Donc sur le panel d'observations échantillonnées, on peut récupérer un pourcentage quelque part à chaque taille. Et donc on peut réaliser un ratio, donc recalculer au prorata de ce pourcentage pour chaque taille un nombre d'individus. Et c'est donc ce qu'on va faire dans R. Donc, comme je le disais, on va avoir besoin d'une relation taille-poids, des paramètres de cette relation taille-poids. Et à partir de nos données, on va recalculer des fréquences de taille. Donc la donnée dont on dispose initialement, c'est pour chaque pas de temps. Donc le pas de temps, on peut le sélectionner, on pourrait être mensuel ou annuel. Pour chaque engin, pour chaque flottille, on a un nombre d'échantillons par classe de taille, qui correspond à un poids d'échantillonnage, grâce à cette relation taille-poids. Donc ça, c'est le point de départ, c'est la donnée dont on dispose. La donnée dont on dispose, c'est un nombre d'échantillons
une fréquence de taille, que l'on peut donc, à partir de laquelle on peut récupérer un poids. Et à partir de ces données, et de la connaissance du poids total, donc ici qui est ramené en kilos, donc on a bien 1200 tonnes, soit 1 200 000 kilos qui ont été capturés par la flottille semi-industrielle au mois sur le premier trimestre. Et à partir de ces informations, de ces données, on peut recalculer par exemple un poids total échantillonné sur l'ensemble des captures échantillonnées au cours de n'importe quel trimestre pour n'importe quel engin. Hop là, pardon. Auquel correspond également un nombre d'individus. Donc si on fait la somme de l'ensemble des échantillons du trimestre 4 de l'engin SI, on va obtenir 81 observations qui correspondent à 9 kg et 300 grammes. Et alors, connaissant l'ensemble de ces informations, on peut recalculer un nombre total d'individus. Donc, les 1176 tonnes correspondent à un total de 10 millions d'individus. Et ces 10 millions d'individus, on va les répartir proportionnellement pour chaque classe de taille. Et donc forcément, on va avoir ce genre d'observation. Hein. Si on n'a pas d'observation, on va signifier qu'il n'y a pas de classe de taille. Par exemple ici, pour les individus de 17 cm, on n'a observé aucun individu. Donc dans notre extrapolation, on ne va pas avoir d'individu. Ce qui ne fait pas grand sens, mais c'est ainsi que fonctionne cette extrapolation. Et elle permet de récupérer pour chaque classe de taille un nombre d'individus. Voilà, donc cette première partie, comme je le disais, elle est importante et on va pouvoir ensuite la faire réapparaître de manière cohérente avec le nombre d'individus capturés. Et donc qui oscille entre, admettons, 0 et 2 500 000. Et ce, pour chaque trimestre et également pour chaque flottille, pour chaque pêcherie. Voilà, une fois que l'extrapolation elle est réalisée, on va pouvoir passer à la décomposition polymodale. Donc pour rappel, je vais repartir du diaporama. Pour rappel, la décomposition polymodale, elle permet de partir des fréquences de taille, donc on a bien des effectifs, et à partir de ces effectifs capturés, on va estimer les captures aux âges. Donc on va chercher à faire correspondre à ces fréquences de taille un âge, et à partir de cette donnée, on pourra connaître le nombre d'individus pour un âge donné. Cette décomposition polymodale, elle nécessite de passer par des lois de croissance. Il faut avoir connaissance d'une loi de croissance. Et ça va être un point un peu crucial de cette méthode parce que cette loi de croissance, elle peut être biaisée selon la donnée qu'on utilise. Notamment dans le cas d'une surexploitation. Auquel cas, les individus de taille les plus conséquentes n'apparaissent plus dans la population, alors cela va avoir une empreinte sur la loi de croissance que l'on va estimer. On reviendra sur cette particularité plus tard. Pour autant, ça a un intérêt donc d'utiliser des valeurs issues de la littérature. Donc c'est ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va comparer une loi de croissance issue de la littérature avec celle que l'on peut réestimer dans notre jeu de données. Et connaissant cette loi de croissance, on va pouvoir fixer des paramètres qui vont nous permettre d'estimer ce nombre d'individus
pour chaque classe d'âge. Cette procédure, elle va se faire en 2 étapes, comme on va le voir. Elle va se faire en 2 temps. On va faire une première décomposition polymodale, dans laquelle on ne va pas contraindre l'écart type. C'est-à-dire que sur cet ensemble de fréquences de taille, on va chercher à appliquer une somme de lois normales. On va considérer que la répartition, la distribution d'une classe d'âge suit une loi normale. Et cette loi normale, elle va donc être définie par sa moyenne et son écart type. Et on va dans un premier temps réaliser un ajustement en fixant la moyenne de chaque loi normale, mais sans s'intéresser à l'écart type. Donc cette fonction mixdist polymode qui va nous permettre de réaliser ces ajustements d'une somme de lois normales aux fréquences de taille, elle est disponible dans le package d'Emerstem. On va spécifier les paramètres de loi de croissance que l'on a pu estimer par une méthode éléphant au préalable, que je ne vais pas présenter ici. Et on partira plutôt de données de littérature si on voulait le réappliquer. De toute façon, on va faire les deux cas d'études en parallèle. On va considérer qu'on ne peut pas observer plus de 3 groupes d'âge à partir de ces données. C'est là l'une des principales limites de ce cas d'étude, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il soit en état de surexploitation. Et ce qui nous fait dire ça, c'est qu'on s'attend à voir des individus qui soient beaucoup plus grands chez cette espèce. Or, on ne les observe pas et on n'a que très peu de modes, de pics, qui puissent se dessiner même visuellement ou à la main. Donc ici, on va chercher en estimer 3. C'est ce qu'on peut voir ici avec des tailles supérieures à 35 cm qui disparaissent complètement. Mais donc on va pouvoir les récupérer et considérer comme un H3. Pour autant, cette décomposition polymodale et plus largement la méthode des pseudocordes rectifiées va nécessiter un nombre d'âges plus important pour fonctionner. Donc dans ce cas particulier, qui va être un petit peu plus complexe, on ne va pas travailler avec des années, mais des trimestres. On va donc utiliser une fonctionnalité un petit peu spécifique qui va être de pouvoir définir un pas de temps. On pourrait s'intéresser à un pas de temps semestriel ou mensuel pour des espèces à vie très courte. Ça pourrait être le cas par exemple si on voulait appliquer ce modèle, envisager de l'utiliser avec une crevette par exemple. Une fois que cela a été défini, la seconde partie, c'est qu'il faut spécifier dans un premier temps que l'on va fixer mu la moyenne, mais pas sigma l'écart type. Et donc dans cette fonction mixdist polymode, on va appeler ce jeu de données datafrec mixdist, dans lequel on va avoir les fréquences de taille extrapolées. On utilise les arguments qui nous permettent de décrire une loi de croissance. On peut définir une classe, quelle est la taille minimale entre deux individus. Donc on va les regrouper par centimètre, en fait, c'est ça. On pourrait les regrouper par 2 cm ou 5 cm si l'espèce est très, très imposante et mesure plus d'un mètre. C'est le pas, la taille des classes, le pas des classes de taille. Donc comme je l'ai dit, step time, on va travailler avec des trimestres. Donc on va définir 4 temps annuels. Donc si on voulait travailler en semestriel, on dirait 2 temps. On définit 3 groupes d'âge, 3 modes.
et fixmu prendra la valeur de fixmu ainsi que sigma. On rajoute un petit paramètre sigma adjust qui va nous, pour des raisons techniques, ça va permettre à la fonction de mieux tourner. Mais à terme, elle n'a pas d'influence sur les estimations en sortie ou très peu. Et à partir de cette première décomposition polymodale, on va chercher en fait à terme à réaliser un modèle linéaire sur les écarts-types. Donc on spécifie que l'on veut récupérer, garder un modèle linéaire à la suite. Et on plottera, on va faire une représentation graphique de nos résultats. Donc on peut faire tourner ce modèle, je l'avais déjà fait en amont, ça peut être un petit peu long, ça peut prendre quelques minutes, selon la taille des jeux de données. Et il va nous permettre donc d'ajuster un ensemble de lois normales en fixant la taille moyenne. Et cette taille moyenne, on va la prendre à un pas de temps trimestriel. Donc ici, on va avoir l'âge 0,125 et ici 1,125. Donc la moyenne du trimestre. En gros, ici, on est à un âge de 1 mois et demi et ici d'1 an et 1 mois et demi. Puis ici, on arriverait à 1 an et 3 mois et demi, je pense. Ça doit être ça. Et ainsi de suite. Donc on peut voir que ça s'ajuste plutôt plus ou moins correctement aux données. Et c'est bien là cette idée, c'est qu'on impose au modèle de suivre un modèle de croissance que l'on considère comme étant bon. Voilà. Et une fois qu'on a récupéré cette première décomposition polymodale, on conserve les valeurs des écarts-types qui peuvent être aberrantes et on va réaliser un modèle linéaire. Ce modèle linéaire, il va être ajusté entre les âges au-dessus de 1 jusqu'à 3, étant donné que pour les âges inférieurs et supérieurs, le faible nombre d'observations, comme on peut le voir ici, va entraîner une forte variabilité, c'est-à-dire qu'on a très peu d'individus de moins de 10 cm et très peu d'individus de plus de 35 cm. Donc l'écart-type sur l'estimation de l'écart-type sur les lois normales qu'on va ajuster au niveau de ces classes d'âge, de ces classes de taille, pardon, va entraîner une très forte variabilité. Donc on va s'intéresser principalement aux classes d'âge intermédiaires entre ces deux âges. Et on va pouvoir réaliser et identifier si oui ou non cette régression linéaire elle est statistiquement significative, c'est le cas ici. Et on observe donc une croissance qui est linéaire avec une augmentation donc de l'écart-type avec l'âge. Et on va pouvoir récupérer ce nouveau modèle pour contraindre l'écart-type dans une seconde décomposition polymodale. Donc on répète de manière identique notre travail. En n'ajustant pas, on ne va pas contraindre la première classe d'âge parce que là encore pour un souci technique, cela va entraîner un certain nombre d'erreurs, donc on va la laisser libre. Et cela à terme va nous permettre d'obtenir, il s'agit simplement de réaliser à nouveau une seconde décomposition polymodale qui va nous permettre de récupérer les proportions correspondantes. Donc on va pouvoir réassigner un nombre d'individus dans chacune de nos courbes. Donc ici par exemple, on va prendre 50% de chaque. On va
on va distinguer, on va décider que pour cette classe d'âge de 18 cm, on va considérer que la moitié d'entre eux aura aura un âge de 0,125 et l'autre moitié aura l'âge de 1 an et 1 mois et demi. Voilà. Donc, en parallèle de cela, comme je le disais, on réalise également un travail en utilisant cette fois-ci des données bibliographiques. Donc la procédure elle est exactement la même et ça va nous permettre à terme de comparer les ajustements des lois normales. Donc en pointillé, ce sont les données, ce sont les ajustements à partir des lois de croissance que nous avons pu estimer à partir de ces données. Et en trait plein, en trait gras, c'est la donnée de littérature. Et donc ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même une forte différence selon qu'on utilise les données, selon qu'on utilise les lots de croissance issus de notre travail ou celles de la littérature, notamment si on s'intéresse par exemple à ce graphique là au second trimestre, on va observer assez nettement un pic pour les classes d'âge de troisième âge, donc qui aurait 2 ans et 3-4 mois, 4 mois et demi. Voilà pour cette première partie, et à partir de l'ensemble de ces décompositions polymodales, on peut donc récupérer le nombre d'individus capturés à chaque âge. Et connaissant cette information, on va alors pouvoir appliquer une analyse des pseudocohortes rectifiées. Donc cette analyse, ces pseudocohortes rectifiées, va nécessiter un nombre important de données également. On va avoir besoin des captures aux âges pour la dernière année ou une moyenne sur les 3 dernières années. Donc c'est ce que l'on vient de récupérer. C'est ce que l'on vient de récupérer grâce à la décomposition polymodale. On va également avoir besoin d'un effort pour rectifier cette pseudo-cohorte, ainsi que la variation de recrutement au cours de cette période. Enfin, la dernière donnée d'entrée sera la connaissance d'une mortalité naturelle par âge. Concernant les efforts, je vais pas présenter plus que ça ce cas d'étude. Simplement, vous pouvez voir que on a une forte variation de l'effort au cours du temps. Donc il y a un vrai intérêt, une vraie importance à récupérer cette donnée pour rectifier notre pseudo-cohorte. Ensuite, concernant la mortalité naturelle, on va partir d'un travail réalisé par Lorenzen qui va nous permettre de réestimer à chaque classe d'âge MT, qui va nous permettre de réestimer pour chaque classe d'âge T une mortalité naturelle qui va correspondre à la mortalité pour une classe d'âge infinie, donc asymptotique, et en fixant certains paramètres grâce à de la littérature. Sans rentrer de trop dans le détail, grâce à une équation issue de la littérature, on va être capable d'estimer une mortalité naturelle aux âges. Ça nécessite néanmoins de fixer le paramètre m infini que l'on choisit de placer à 0,2. Et une fois que c'est réalisé, on peut alors appliquer cette fonction de Lorenzen qui est également disponible dans le package d'Emerstem. Et à partir d'une liste d'âge, va nous permettre, et connaissant le m à l'infini et k était 0, va nous permettre de calculer
la mortalité naturelle pour chaque âge. On peut alors représenter dans les deux cas d'études, selon qu'on utilise la littérature ou la loi de croissance qu'on a estimée au cours du projet, on peut représenter cette décroissance exponentielle de la mortalité naturelle. A noter qu'ici elle est représentée en n-1, et donc comme on travaille en trimestriel, il faudrait diviser par 4 cette valeur. Donc ça signifie que on aurait une valeur de 1 toute l'année, mais ce n'est pas le cas. On considère bien que cette mortalité naturelle décroît avec le temps, et que la mortalité naturelle ici présentée, elle est dans l'unité de l'an-1, mais nous on va l'appliquer en la divisant par 4. En parallèle de cela, on va pouvoir récupérer une information sur le recrutement. Là encore, à partir d'infos tirées de la littérature, qui nous décrivent que le recrutement est maximal en avril, et on n'a pas été capable de distinguer un recrutement au cours du temps selon l'année. Donc à partir de là, on dispose de toutes les informations nécessaires à la mise en place d'une pseudo... pour faire tourner une pseudocorde rectifiée. On récupère toutes les informations qu'on a précédemment décrites concernant la biologie, l'écologie de l'espèce, à savoir la relation taille-poids, les lois de croissance. Et en plus de cela, on dispose d'informations sur le recrutement et sa variation inter- et intra-annuelle, entre les années et au sein même d'une année. On dispose de deux séries temporelles d'efforts, si on s'y intéresse brièvement, qu'on a pu réestimer ou recalculer à l'échelle du trimestre. Et à partir de là, on va pouvoir appliquer une pseudo-cohorte rectifiée grâce à cette fonction f pseudo-rectif qui est également disponible dans le package d'Emerstem. Dans cette fonction, on va avoir besoin de préciser un âge terminal, de l'âge, ou plutôt de l'âge maximum, la matrice des captures, la matrice de recrutement, la matrice des efforts et de la mortalité naturelle. Ici, on précise que l'on travaille, plutôt ici, on va préciser que l'on travaille à une échelle trimestrielle. Et si on fait tourner ce modèle, on va pouvoir réestimer. Donc là, on récupère les captures aux âges. Et on va pouvoir estimer une mortalité par pêche à chaque âge. Donc ça va se faire selon un processus itératif qui a été décrit dans la vidéo portant sur la théorie. Et donc on peut récupérer cette matrice des mortalités par pêche, celle des abondances aux âges, et un dernier graphique qui va nous permettre, lui, de fixer la mortalité naturelle, la mortalité terminale, la mortalité par pêche terminale. En particulier, en fait, on va chercher à avoir un plateau pour les dernières classes d'âge. Et donc ici, à force par un processus itératif, on va pouvoir fixer cet âge terminal à 0,343. Donc en faisant la moyenne des différents âges ici. Ce qui nous permet à terme d'obtenir un plateau moyen. Donc qui se fait selon une procédure qui doit être répétée, et ce graphique permet de nous y aider.
Et enfin, une fois qu'on a récupéré notre matrice des mortalités par pêche aux âges, on peut, selon un multiplicateur de cette mortalité, représenter le rendement par accru et la diminution de la biomasse en fonction de cette multiplicateur d'effort. Et donc statuer sur l'état de l'exploitation de ce stock, qui va être ici documenté comme étant dans un état de surexploitation assez léger, peu avancé. Voilà, donc pour ce qui est du travail sur la pseudocorde rectifiée, on est arrivé au bout. Je vais poursuivre juste pour aller jusqu'au bout du cas d'étude en fait. Donc si tout au long de cette étude, on a discuté un petit peu de l'importance des paramètres en entrée qui sont utilisés, et de quelque part la sensibilité au modèle également. Et donc si l'on compare les paramètres de loi de croissance qui ont été récupérés au cours de notre étude, on arrivait à une longueur asymptotique de 44 cm, quand la longueur issue de la littérature était à 52-53 cm. Et alors si on réalise donc la même démarche pour estimer les mortalités aux âges, et de même, comme on a pu dans ce déroulé l'illustrer, on récupère les captures aux âges à partir d'une décomposition polymodale pour un autre modèle de croissance, et on va jusqu'au bout de cette procédure. On peut alors comparer les sorties des deux modèles au sein d'un graphique, d'un seul et même graphique. Donc toujours en pointillé, on va avoir le modèle issu de la littérature, et en très plein, celui issu de Demerstem. Et ce qui va ressortir en fait de ce modèle, c'est qu'on se rend compte qu'en changeant simplement les paramètres de la loi de croissance, on va potentiellement complètement modifier le diagnostic. Et cela en fait, ça va venir du fait que dans une population qui a été surexploitée, on a donc prélevé, retiré un grand nombre d'individus de taille importante. Et donc quand on revient échantillonner, quand on revient étudier les nouvelles captures, 10-15 ans après cette surexploitation ou pendant que cette surexploitation a lieu, et que l'on cherche à réestimer une nouvelle loi de croissance avec ces nouvelles données, eh bien on n'observe plus de gros individus. Et si on n'observe plus de gros individus, alors on va réestimer une loi de croissance qui ne va pas les faire apparaître, qui ne va pas être capable de nous modéliser qu'ils existent. Ou en tout cas dans une autre mesure, parce que la longueur asymptotique, c'est bien la longueur moyenne maximale vers laquelle va tendre un individu d'âge infini. Or, si les gros individus n'apparaissent plus dans la population, nécessairement, cela va biaiser notre lot de croissance. Et ça peut avoir des conséquences assez importantes à terme, parce qu'on peut voir qu'ici, on va avoir un diagnostic qui est dans le même sens, mais bien plus important. On va avoir une surexploitation qui est 2 à 3 fois plus forte quand on considère les données de la littérature qui sont plus anciennes en fait. Et donc ça, c'est ça va nous permettre un tout petit peu de discuter cette pseudocorde rectifiée, qui est assez complexe, assez longue à mettre en place, et cela vient notamment du fait qu'il y ait plusieurs étapes et qu'elle mobilise un nombre important de données de nature différente. Et cela donc va potentiellement entraîner plus de biais, plus d'incertitudes, parce qu'il va falloir les récupérer de différentes sources. Dans ce cas précis, on va avoir en plus une certaine difficulté parce qu'on est sur 2 pays différents, donc on a un stock qui est partagé par 2 pays. Donc cela implique de retranscrire l'ensemble des données dans la même échelle temporelle, notamment, ou dans une même échelle en termes d'effort. Et tout cela pour signifier vraiment que ce travail il peut être assez laborieux, assez long, et il nécessite un certain temps, une certaine prise en main dans son application.
pour autant, elle permet tout de même de réaliser une analyse qui est plus robuste à terme. Elle prend plus en compte la réalité, notamment en termes de variation d'effort, ce qui n'était pas du tout le cas dans LBB, ou encore en termes de variation du recrutement, ce qui là encore n'est pas le cas dans LBB. Donc cette méthode qui est plus complexe, plus lourde à prendre en main, elle est tout de même plus robuste, et ainsi plus intéressante à terme dans les analyses qu'on peut en retirer, dans les diagnostics comme on peut le voir. On va avoir une certaine finesse dans les interprétations de ces résultats. Voilà, donc on en a terminé avec cette série de vidéos. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.